Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Au Mali, les religieux sont de plus en plus impliqués dans la politique. Si certains trouvent cela normal, d'autres estiment le contraire. Le week-end dernier, le Haut Conseil islamique a demandé la démission du Premier ministre. La religion et la politique sont-elles compatibles? Le Grand Dialogue de ce soir réfléchit sur la question. Nos invités sur ce plateau, Maître Amadou Tchaoulé Diarra, avocat, Balon Diakité, politologue, Boubacar Keïta, sociologue, que nous entendons toujours dans ce studio. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Alors, nous ouvrons les débats avec vous, Maître Diarra. Que pensez-vous de l'implication des religieux dans la politique, si c'est le cas? Oui, c'est le cas aujourd'hui et merci à Radio Tamani de m'avoir associé à ce débat. Parce que la question en fait, de l'implication de l'islam, si vous voulez, il faut un peu remonter dans l'histoire, pas médiévale, non. Je vais simplement à partir de 2012. En 2012, quand il y a eu le renversement de la situation au Grand Nord, nous tous, nous nous sommes battus contre un intégrisme. Et là, en fait, pour combattre l'intégrisme, il fallait associer ce qu'on appelle les bouches autorisées. Et les bouches autorisées, eh bien, c'est l'islam à l'intérieur du pays. C'est ça un peu l'historique de la situation. Alors, tout le monde a expliqué que ce qui se passe au nord, ce n'est vraiment pas, en fait, l'islam. C'est pas l'islam parce que quand on prend son prochain, on l'ampute, 21e siècle, et on assassine au nom de l'islam. Il y a des gens qui sont fouettés au nom de l'islam, etc. Alors ici, à l'intérieur du Mali, les communautés musulmanes ont démontré que, eh bien, il ne s'agit pas de cet islam parce que l'islam a un visage humain. Je pense que c'est le point de départ de l'implication et des communautés musulmanes à l'affaire politique. Mais c'était pour lutter contre un intégrisme. Mais maintenant, les gens ont pris, comme on le dit, terre à terre, ils ont eu le vent en poupe. Et de cette association pour lutter contre un intégrisme, aujourd'hui, en fait, l'islam est devenu un islam militant, politique, à telle enseigne qu'on va jusqu'à demander la démission d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Et c'est là où c'est ce pas qui a été franchi qui fait que l'islam est devenu un islam militant politique. Alors que, en 2012, eh bien, c'était un islam pédagogique eh bien, qui démontrait que les valeurs de l'islam ne sont pas en fait celles qui sont prônées par les djihadistes, mais les vraies valeurs de l'islam sont des valeurs humanistes. On est passé, si vous voulez, d'un islam qui a contribué effectivement à démontrer que ce qui s'est passé au nord, ce n'était pas la réalité, et aujourd'hui, eh bien, quelque chose est sorti de cette situation parce qu'on a eu l'impression que, en fait, nos frères musulmans, nous sommes tous, eh bien, ont compris qu'ils comptent désormais dans la cité et en tant que tels maintenant, ils sont montés sur la scène politique. Je crois qu'à cette époque, non. Mais aujourd'hui, ils sont montés carrément sur la scène politique parce que demander la démission d'un Premier ministre, d'un gouvernement, c'est une revendication politique. D'accord. Et ça, je crois qu'on va y débattre. Ouais. Alors, M. Diakité, Maître Diarra nous parle d'un islam militant politique. Et vous? En fait, je pense que ce sujet nous ramène effectivement à la question des rapports entre religion et politique, entre religion et État.
Alors quand on s'intéresse effectivement à cette question du point de vue de la science politique, on va d'abord se baser sur ce qu'on appelle la philosophie politique. Et au niveau de la philosophie politique, effectivement, il y a deux postulats de départ qui dominent effectivement l'analyse. Vous avez effectivement Aristote qui pensait effectivement que l'homme est un animal politique. Donc à partir de là, l'homme est devenu déjà, est défini déjà par le fait politique. Mais après, il y a un autre postulat qui a été avancé cette fois-ci par Thomas Hobbes. Et Thomas Hobbes nous dit effectivement que l'homme n'est pas un animal politique, mais un animal religieux. Donc cette fois-ci, on définit effectivement l'homme à partir de la religion. Donc cela veut dire tout simplement que parmi tous les animaux, l'homme est celui ou le seul animal effectivement qui soit religieux. Alors, l'analyse de Hobbes, par contre, va se fondre effectivement dans une approche qui est celle de la théologie islamique, qui considère effectivement que l'homme par nature est porté à croire en un Dieu unique, ou en quelque chose tout de même qui le transcende, qui est effectivement Allah ou Dieu. Alors cette disposition du cœur qui nous porte à croire au transcendant, selon la théologie islamique, c'est ce qu'ils appellent effectivement fitra. Et là-dessus, vous pouvez lire effectivement Tariq Ramadan dans son ouvrage intitulé de l'islam et des musulmans. Maintenant, dans le contexte malien, par contre, pour justement débattre de la question, je pense qu'il faut remonter, non pas seulement en 2012, mais aller beaucoup plus loin que cela. Parce que depuis les années 80, effectivement, les musulmans ont commencé à gagner du terrain dans la société. Ils ont d'abord commencé à s'imposer en tant que défenseurs d'un certain nombre de choses qui étaient pratiquées effectivement par les hommes politiques, telles que par exemple la mauvaise gouvernance, telles que par exemple l'impunité, telles que par exemple l'injustice. Les religieux, notamment celui dont on connaît vraiment sur ce positionnement, qui est le shérif Ousmane Madani Aïdara dans les années 80 face au régime de Moussa Traoré. Mais à l'époque également, l'État avait un certain contrôle sur les religieux à travers bien évidemment le processus d'institutionnalisation. Mais quand vous dites un certain contrôle en ce moment-là, diriez-vous maintenant que l'État n'a pas ce contrôle-là sur... Évidemment pas. L'État n'a pas le contrôle sur les religieux actuellement. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la situation est telle que les hommes politiques, c'est eux-mêmes qui ont besoin effectivement du recours des hommes religieux pour parvenir effectivement à leurs fins politiques. Mais ça n'avait pas été ainsi dans les années 80. L'État avait un certain contrôle sur les religieux à travers bien évidemment une structure qu'on appelait AMIPI à l'époque, voilà, qui était contrôlée effectivement par l'État. Ça avait continué ainsi jusqu'à la révolution de 1991, où on est rentré effectivement dans un processus de démocratisation. Dans ce processus de démocratisation, effectivement, on a eu effectivement la liberté de parole, d'expression, etc. Donc les religieux ont profité de cela pour, encore une fois de plus, faire ce dont on attendait de la part des citoyens, c'est-à-dire critiquer l'État quand il le fallait, dénoncer la mauvaise gouvernance, etc. Donc ce sont un certain nombre d'échecs, voilà, de la part des gouvernants qui a poussé effectivement les religieux à gagner du terrain sur le plan politique. Maître Diarra, l'échec de l'État, c'est l'échec de l'État selon Monsieur Diakité qui sera à l'origine de cette situation. Ça, c'est un aspect. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation alors ? Non, moi je ne crois pas, parce que vous savez, au sortir, c'est-à-dire les dernières résolutions de la conférence nationale de 91 que j'ai ici, ce qui a été dit par l'AMIPI. L'AMIPI dit, je le dis en substance, nous voulons un peuple totalement réconcilié, débarrassé de tout esprit de vengeance et de haine, animé d'un amour vrai du prochain. Quel meilleur fruit, quel meilleur couronnement pourrait-on souhaiter pour notre conférence ? Mais ça, c'est, si vous voulez, la déclaration de l'AMIPI qui a bouclé la conférence nationale. Mais aujourd'hui, la haine grandissante est différente, en fait, et si vous voulez, de la doctrine de l'AMIPI. La doctrine de l'AMIPI en 1991, c'était une doctrine de conciliation, malgré les grandes divergences, parce que nous étions en pleine crise. Il y a un pouvoir conquérant qui a fait tomber un pouvoir décadent. Nous avions parmi nous les moussaïstes, et c'était très difficile
C'était très difficile. La réconciliation, le cadre de la réconciliation est très difficile. Pour moi, plus difficile qu'aujourd'hui. Plus difficile qu'aujourd'hui. C'était la situation au nord. Donc, ce qui fait que l'AMIPI est une composante du Haut Conseil islamique aujourd'hui. Si vous voulez, il y a eu un dépassement de la doctrine de l'AMIPI qui a prôné un peuple débarrassé de tout esprit de vengeance et de haine. La réalité, quand on entreprend de lire les discours, c'est des discours de vengeance, c'est des discours de haine. Je veux un tel, mais je ne veux pas l'autre là. Je n'ai rien contre celui-là. Vous voyez, c'est des discours de haine. Alors qu'ici, le discours de l'AMIPI montre que, en fait, nous faisons face à une situation, à savoir la démocratisation en fait, du pays, pour que tout le monde puisse bénéficier des valeurs de la République, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et puis la chance pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la crise a fait sortir toutes sortes de choses. Ce qui fait que, en réalité, l'impuissance de l'État à contrôler certaines forces aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État a été mis à rude épreuve, c'est la faiblesse aujourd'hui de l'État. Et cette faiblesse-là, elle est due aux activités des citoyens eux-mêmes, quoi. D'accord. Alors, Monsieur Diakité, vous venez d'entendre Maître Diarra là-dessus. Il n'est pas du même avis que vous sur les causes de cette situation. Oui, tout à fait. Mais je persiste tout de même sur mon analyse parce que je considère que si on regarde effectivement l'évolution de la société malienne, surtout depuis bien évidemment 91 jusqu'à maintenant, on constate ce qui a été effectivement le propre des hommes politiques maliens. Ça a été effectivement la corruption, ça a été effectivement la dilapidation des fonds publics, ça a été effectivement l'appauvrissement continuel de la situation économique des citoyens. Donc tout ceci a finalement suscité aux citoyens en fait un certain dénigrement de la politique et de l'homme politique en tant que tel. Donc par rapport effectivement à l'action de l'État, il faut remarquer effectivement que depuis depuis le début du processus de démocratisation avec le premier gouvernement démocratique dans les années 92 jusqu'à aujourd'hui, l'État, effectivement, ce dont on attendait de l'État, à savoir les politiques sociales, ces politiques sociales n'ont pas été effectivement concrétisées par l'État. Et ce qui a poussé effectivement un certain nombre d'associations islamiques à jouer un rôle dont on attendait initialement de l'État, à savoir la construction par exemple des hôpitaux, effectivement des centres de santé, des centres d'orphelinat, etc. Et même des campagnes de distribution des denrées alimentaires qui ont été faites par bon nombre d'associations depuis 92 jusqu'à aujourd'hui. Je cite par exemple l'association Ansardine et puis également l'ONG islamique El Farouk, d'accord. Donc toutes ces associations et ONG islamiques ont joué des rôles normalement qui étaient attendus par l'État. Vis-à-vis de cela, vis-à-vis de l'échec de l'État, effectivement, les citoyens se sont dirigés finalement vers les hommes politiques. C'est ce qui leur a donné, encore une fois de plus, du pouvoir. Et ça a été ainsi jusqu'en 2012 ou 2013, où finalement, face à la réalité sociopolitique du pays, Ibeka, le président Ibeka, c'est à travers, bien évidemment, une politique de populisme, moi je l'appelle comme ça, c'était tout à fait une politique de populisme, c'est effectivement associé aux hommes politiques. Mais que voulez-vous dire par politique de populisme? Non, cela veut dire tout simplement passer par une composante de la société, dont notamment les religieux, pour parvenir effectivement à ce fin, tout en dénigrant le régime qui le précédait. Donc pour Ibeka, pendant les campagnes, vous pouvez revenir sur ses propos de campagne, il s'était tout à fait opposé à la gouvernance qui avait été celle de son prédécesseur, à savoir le président ATT. Et justement, il disait qu'il allait faire mieux que celui-là. Et si on regarde bien évidemment ses propos à l'époque, c'était jouer sur l'émotionnel des gens. C'était ça. Donc il s'est servi effectivement des religieux, en tout cas il a collaboré avec ces derniers pour arriver effectivement au pouvoir, quand on sait bien évidemment que la société malienne est composée à plus de 95% de musulmans. Donc arriver effectivement au pouvoir, et, je ne sais pas par quel
Irak, il s'est opposé à ces derniers-là même qui l'ont aidé effectivement à parvenir au pouvoir. Donc il y a aujourd'hui une situation d'implication des religieux dans la vie politique qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui a été encore une fois de plus aggravée par la politique qui a été celle de IBK de 2013, effectivement, jusqu'à aujourd'hui. Alors, Maître Diarra, êtes-vous convaincu Non, oui, mais c'est M. comment Diakité. Oui, mais M. Diakité, oui. Parce que moi, mon problème, c'est que les compétences de l'État, parce que il faudrait que nous soyons lucides. Il y a eu ce qu'on appelle une déréglementation des compétences de l'État tous azimuts à l'État international. On nous a imposé des réformes qui font que, aujourd'hui, je ne crois même plus à l'existence d'un État-nation. Moi, je ne crois pas. Je le dis à haute et intelligible voix. L'État-nation n'existe plus parce que, à force d'avoir enlevé à l'État les compétences qui lui permettent effectivement d'être un État, eh bien, vous en faites un État mendiant. Vous en faites un État mendiant indépendamment de la volonté, en fait, des dirigeants et des citoyens. Parce qu'on nous a imposé des réformes de la Banque mondiale, on nous a imposé des réformes du FMI, eh bien, pour dire que, oui, vous devez vous occuper de ça, vous ne devez pas vous occuper de ça, à telle enseigne que, mais les compétences de l'État ont été réduites à des cocons congrus, et c'est ce qui a impliqué que le secteur privé a pris le vent en poupe. Et c'est ce qui a amené ce qu'on appelle les financements en provenance de tous les horizons. Les financements des secteurs privés favorisés effectivement par certaines fondations. Et on a, en fait, de ce fait-là, montré que l'État n'était pas le véritable pourvoyeur sur le secteur privé. Mais au total, aujourd'hui, quand on fait le bilan, même le PPP, c'est-à-dire participation publique-privée aujourd'hui, à un tournant où, en fait, cette doctrine-là se fait complètement discréditer parce qu'on voit que ce n'est pas payant. Il y a des compétences qu'on ne peut pas enlever à l'État. On a élevé à l'État africain certaines compétences qui font qu'il y a, par exemple, les grandes constructions. Tout le monde sait que les grandes constructions relèvent vraiment des pouvoirs de l'État. Donc, ce qui fait que, franchement, où on a dit que là où l'État a échoué, c'est parce qu'on a forcé, tordre le cou jusqu'à ce que l'État a été réduite, en lui privant de ses compétences, a été réduite à une portion congrue qui fait que, finalement, on a affaibli notre État par ce qu'on appelle la déréglementation, mais en même temps, les revendications citoyennes sont telles qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas s'occuper de certaines choses. La réalité, c'est cela. Parce que le multipartisme a engendré, si vous voulez, la destruction de la conscience nationale. Aujourd'hui, pour dire qu'il y a une conscience nationale avec un multipartisme, nous l'avions quand nous étions dans le cadre, en fait, des partis uniques. On va dire que c'était plus facile de le forcer. Mais aujourd'hui, vous pouvez parler de la conscience nationale dans le cadre d'un multipartisme? Je ne crois pas. Parce que là où vous dites que c'est bon, là où vous dites que vous prenez la bonne route, il y a des autres qui diront que non, ce n'est pas la bonne route. La bonne route, c'est par là. D'où l'implication des leaders religieux. Mais d'où l'implication, même pas des leaders religieux, parce que ça, ce n'est que la face que nous voyons. Mais il y a des ONG qui interviennent dans les secteurs, qui s'occupent effectivement de certaines réalisations normalement qui relèvent de la compétence de l'État. Donc pour les religieux, c'est ce qu'on voit. Mais dans le contexte actuel, jusqu'où vont les jeux d'influence alors? Mais les jeux d'influence, on connaît parce que, vous savez, l'implication des religieux, je dis au sortir de 2012, c'est parce que c'est 2012 qui a renforcé la position des religieux. Parce qu'ils ont quand même été investis de certaines missions nationales et internationales. Quand vous accomplissez des missions nationales et des missions internationales, mais ça vous donne une position. Ça vous donne même l'envie, effectivement, de dire pourquoi pas moi. Alors que moi, je considère, aujourd'hui, les organisations de la communauté islamique, je les considère comme faisant partie de la société civile, c'est-à-dire normalement des contre-pouvoirs. Ou si vous voulez, des organisations d'éveil aux atteintes des mœurs
aux organisations de... Mais maintenant, quand l'idée de conquérir en fait le pouvoir vient, là, ça fait autre chose. Ça fait autre chose. Et c'est là où il y a le problème, justement. On ne peut pas, en fait, nier à un leader religieux d'avoir son parti et de conquérir. Mais l'utilisation de l'instrument qui est considéré comme un instrument de la société civile. Parce que moi, je considère le Haut Conseil islamique comme étant une institution de la société civile. Qui je suis d'accord, qui est là et doit avoir un regard, effectivement, sur les mœurs. Mais il n'y a pas que ces seules mœurs au pays. Parce qu'il y a la place également des catholiques. Il y a la place aussi d'autres confessions religieuses dans la société. Alors donc, sur cette base, il est normal qu'en fait, il s'occupe des mœurs. Mais même quand on s'occupe des mœurs, on dénonce les violations aux mœurs et même à l'ordre public. Mais la sanction, c'est parce que la sanction, c'est l'État. La sanction de l'État. Parce que si la sanction des violations des mœurs relèvent effectivement des organisations confessionnelles, là en ce moment, la dérive elle est grande. Mais je pense que quand on dénonce la sanction, eh bien des violations aux mœurs là relèvent de l'État. Ça, c'est le pouvoir de l'État et c'est la justice qui doit le faire. D'accord. Alors, M. Diakité, oui, vous voulez réagir? Voilà, oui, allez-y. Je voulais juste intervenir très rapidement sur quelques propos. En fait, je ne pense pas que l'on puisse soutenir uniquement la défaite ou l'échec de l'État, l'imputer uniquement en fait aux politiques d'ajustement structurel. Ailleurs, ça a fonctionné dans certains pays, tels que le Maroc par exemple. C'est-à-dire que l'État, dans un pays démocratique, il faudrait que l'on soit d'accord là-dessus. L'État, c'est en fait l'incarnation de l'intelligence personnifiée. En fait, c'est l'homme qui exerce le pouvoir qui doit incarner en fait cette intelligence. Et on a constaté effectivement au Mali que ça n'a pas été le cas. Ceux-là à qui on a confié effectivement la gestion du pays n'ont même pas appliqué ces politiques d'ajustement structurel là comme il le fallait. Il y a des rapports qui l'ont démontré finalement. Donc à ce niveau, est-ce que l'on peut justement amputer l'échec de l'État uniquement à cela? Je dis non, parce que ce qui a surtout engendré ce problème, c'est d'abord l'incompétence de l'homme politique, c'est d'abord aussi le fait que l'homme politique ne soit pas dévoué à sa mission, c'est aussi le fait qu'il ne soit pas assez patriote, qu'il ne se soucie pas effectivement des problèmes de la majorité des citoyens. Et quand la politique devient une politique du ventre, alors effectivement, on va se retrouver dans ce genre de situation. Et c'est ce que l'on voit. Maintenant, par rapport au multipartisme, le multipartisme, certes, on peut dire que ça a permis, sinon ça a participé effectivement à l'implosion de la conscience nationale d'une part. Ça c'est certain, parce que il y a une pluralité de voix qui s'exprime désormais. Mais il faut dire également que ce multipartisme, si cela nous a conduit à ce résultat, c'est parce qu'effectivement les partis politiques n'ont pas joué pleinement leur rôle. Mais dans ce cas, est-ce aux leaders religieux de définir la conduite à tenir? Non, pas du tout. Je ne suis pas encore arrivé au cas des leaders religieux. Je dis tout simplement que les hommes politiques ont échoué et les partis politiques qui devraient jouer effectivement un rôle de formation citoyenne, ces partis politiques-là ne l'ont pas fait et se sont permis tout simplement de jeux de compromis entre eux, juste pour se partager le gâteau national. Donc ça a été ainsi depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui nous a conduit effectivement dans cette situation-là. Maintenant, par rapport au cas des religieux, encore une fois de plus, il faut effectivement savoir que cette question nous renvoie en fait à une question juridique qui est effectivement la question de la laïcité dans notre pays. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui a été bafoué dans ce pays, c'est bien évidemment le principe de la laïcité. IBK a fait toute son campagne en s'appuyant effectivement sur des propos islamiques tels que par exemple Inch'Allah, etc. Mais dans un pays démocratique qui se veut vraiment laïque, surtout quand cette laïcité s'inscrit dans le cadre de la tradition française, une telle chose ne doit pas être permise normalement. Mais on a vu effectivement depuis le moment des campagnes jusqu'au moment où il est devenu président, IBK n'a fait que ce jeu-là. Et en plus de cela, pour aller encore beaucoup plus loin, il a institué même un ministère qui est dédié effectivement à la gestion des affaires du culte. Dans un pays laïque, dites-moi, quelle est la raison, bien évidemment, de l'existence d'un tel ministère ?
ça va tout à fait à la contradiction, dans le sens de la contradiction du principe de la laïcité. Mais quand on dit ministère du culte, il ne s'agit pas de toutes les religions qui sont prises en compte? Non, des cultes, il s'agit de toutes les religions. Mais l'État n'a pas à jouer ce rôle-là dans un pays laïque. L'État doit jouer tout simplement un rôle, en fait, de neutralité entre les religions. C'est-à-dire accorder, permettre à chaque citoyen d'exercer sa liberté de conscience, ensuite sa liberté de culte, mais tout en jouant effectivement tout en adoptant justement une certaine neutralité, qui soit une neutralité absolue entre les religions. En n'est pas finançant, par exemple, une religion. On a vu effectivement le cas qui vient de se passer tout récemment avec Boubé Maïga sur les questions des 100 millions de francs CFA qui devraient être envoyés à Mahmoud Diko par rapport effectivement au meeting des religieux le samedi ou bien le dimanche passé. Dans un pays laïque, ça ne doit pas se faire normalement. Le gouvernement, sous aucun prétexte, ne doit effectivement financer en fait une religion dans un pays laïque. Ça ne doit pas se faire. D'accord. Laïcité bafouée, oui. Maître Diarra? Non, on est partiellement sur la même longueur d'onde concernant la laïcité, mais moi je ne ferme pas les yeux sur le fait religieux. Je sais qu'il y a un fait religieux prédominant, c'est l'islam, mais qui ne doit pas effectivement, si vous voulez, négativer l'existence d'autres confessions religieuses comme la religion catholique, comme en fait d'autres religions qui se trouvent dans les campagnes. Je ne crois pas, donc je relativise, mais je suis conscient qu'il y a un phénomène religieux et que c'est l'islam qui est prépondérant. Mais cela ne signifie pas effectivement que parce que l'islam est prépondérant et que ça doit se refléter dans l'appareil d'État. Et c'est ce qui explique l'existence du ministère des cultes. Moi, je n'ai rien contre le ministère des cultes. Tant que le ministère des cultes est là, effectivement, pour contrôler et qu'il n'y ait pas, en fait, de débordement. Mais là où il dit, là, par rapport aux 100 millions, mais les 100 millions, le financement des organisations, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez la maison du Hadj. Mais c'est la Troisième République. Moi, je ne suis pas de l'ADEMA, mais c'est la Troisième République. Que ce soit l'argent ou matériel. Mais c'est fait, un régime. Même les communistes, ils ont l'habitude de financer les musulmans. Lénine a financé, Lénine a donné une forte somme aux musulmans, en fait, avant la révolution de 1917. Parce que c'est des questions de contexte. On ne finance pas une religion pour le plaisir de financer une religion. On finance parce que, en fait, il y a des objectifs, il y a des contextes. C'est les contextes qui font qu'un régime peut être amené. Je ne crois même pas à ce qu'on dise que c'est la corruption. Ce n'est même pas la corruption. Parce que si c'est la corruption, la maison du Hadj, ça a été construit sous le régime d'Alpha Omar Konaré. Et vous savez ce que les gens ont dit de l'ADEMA, ils avaient dit que c'était des communistes. Si vous êtes encore jeune, mais toutes les publications de la roue tendaient à dire que c'était des communistes. Mais pourtant, ils ont construit la maison du Hadj là, en fait, pour les musulmans. Mais pour vous dire que la question du financement de l'islam dépend d'un contexte. Parce que si le financement permet de lutter contre l'intégrisme et d'asseoir, en fait, un islam apaisé, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est ça, les Maliens mélangent les choses. L'islam, historiquement, a été financé par des communistes en Russie, sous Lénine, parce que simplement, l'islam était dirigé contre les tsars. Ils l'ont financé. C'était des objectifs. Aujourd'hui, mais nous cherchons en tant que nation. Nous luttons contre l'intégrisme. Parce que si nous ne sommes pas debout, l'intégrisme va nous envahir. C'est ça la question de fond. Mais les gens mélangent en disant que oui, il y a ceci, il y a cela, il y a... Moi, j'ai absolument rien à voir dans ça. Je ne suis pas du régime. Je ne suis même pas un laudateur du régime. Je suis un intellectuel, je parle à mon âme et conscience. La question est là. Les gens regardent les masses financières comme ça, là, mais regardez les contextes et les objectifs qui sont visés. Si ça permet d'être debout et si ça permet de faire face à une situation. Nous luttons contre une situation. Nous luttons contre une menace, contre l'intégrisme et c'est fondamental. Et puis, ça n'a pas été aujourd'hui aussi. Mais au point où nous en sommes, ne pensez-vous pas que cela peut répercuter sur la population?
Non, parce qu'on n'explique pas. On n'explique pas. Au moment où, en fait, une certaine presse tirait sur l'ADEMA en 91, les années 90 pour dire que c'était des rouges, parce qu'on voulait les destituer à cause de ça. Moi, je ne suis pas ADEMA, mais je suis un observateur politique, je l'ai dit à mon âme. On voulait les destituer pour ça, mais c'est eux qui ont construit la maison du Hatch. C'est eux qui ont construit parce que simplement, on ne pouvait pas fermer les yeux sur la montée du phénomène religieux. On ne pouvait pas le contrer. Parce que c'est des valeurs dans le pays. Mais maintenant, l'utilisation que les gens en font, ça c'est un autre problème. Je vous ai lu tout à l'heure une résolution de l'AMIPI, mais cette doctrine est bien loin de la doctrine aujourd'hui qui est épousée. La doctrine d'aujourd'hui va jusqu'à en fait revendiquer une démission. Mais c'est politique. Ça c'est politique. Oui, M. Diakité. Oui, moi je pense que dans un pays, dans un État qui se dit État de droit, c'est-à-dire que l'État ne doit pas être au-dessus de la loi. Et la loi fondamentale, c'est effectivement la Constitution. La Constitution nous dit que le Mali, c'est un pays démocratique, un pays laïque, un État laïque. Et dans ce sens-là, aucun objectif recherché ne doit permettre effectivement au gouvernement d'aller au-delà de la Constitution. Et c'est ce qui s'est passé tout récemment avec ce cas, cette affaire entre Boubé et Mahmoud Dicko. Et quand on demande effectivement au Premier ministre de s'exprimer sur la question, il dit effectivement que lui ne voit rien de si bizarre en cela, puisque l'État a toujours financé les religions. Alors, est-ce que c'est parce que l'État l'a toujours fait qu'il faut toujours continuer à le faire? Ou est-ce que c'est parce que l'État l'a toujours fait que cela donne à la chose une certaine légitimité juridique? Je pense que là, il va falloir effectivement qu'à ce niveau, le débat soit posé. Si le Premier ministre lui-même ne sait pas qu'à travers ce genre d'action, il viole la Constitution, alors là, on est en droit de nous demander on est dans quel genre de pays dans ce cas. Nous allons demander à Maître Diarra. Je pense qu'aucun objectif recherché politiquement ne doit permettre effectivement au gouvernement de dépasser ou d'aller au-delà de ce qui est prévu par la Constitution. Alors je disais, nous allons demander à Maître Diarra de nous édifier sur la question. L'acte que le Premier ministre a posé est-elle une violation de la Constitution? Non, ce n'est pas un acte anticonstitutionnel. Ça tient pas. La laïcité ne signifie pas que l'État ne peut pas intervenir pour soutenir effectivement des organisations confessionnelles comme l'Église, comme une mosquée ou comme donner des voitures à des... Non, c'est pas ça. La laïcité, ça veut dire que l'État doit être là à équidistance entre les religions. Cela veut dire que tout comme on ne doit pas exiger du chef de l'État, évidemment, d'avoir un comportement purement, en fait, musulman, eh bien, on ne doit pas, le jour, par exemple, qu'un Clément deviendra président de la République, est-ce qu'on va lui exiger d'aller prier dans la mosquée? Je ne crois pas. C'est ça le respect de la laïcité. Le jour que, par exemple, Clément, qui est candidat, il devient, mais est-ce qu'on va lui demander d'aller à la prière le vendredi? C'est ça la question de fond. Mais on ne va pas lui interdire de financer, par exemple, la confession musulmane. On ne va pas lui interdire de faire des contributions, par exemple, à telle ou telle confession. La contribution, ce n'est pas ça. C'est des objectifs, c'est par rapport à des questions précises. Mais les religieux, ils ont été, par exemple, en mission, non? Ils ont été en France, ils ont été partout en Europe. C'est parce que les gens avaient besoin d'eux. Et puis c'était des bouches autorisées à l'époque. C'était à eux seuls d'expliquer à l'Occident que ce que nous voyons sur le terrain, ce n'est pas vraiment l'islam que nous connaissons. Ça c'est important, c'est positif. Mais maintenant, l'autre dimension, c'est que si on ne peut pas même leur interdire de se prononcer sur les questions politiques, parce qu'ils peuvent le faire au cours des koutouba. Les koutouba sont faits pour dénoncer les mauvaises mœurs. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que la sanction, quand c'est dénoncé, la sanction, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui doit sanctionner les comportements fautifs.
Alors pour moi, ce financement n'est pas anticonstitutionnel. Maintenant, aujourd'hui, les gens voient, c'est le montant qu'on voit. Parce que Doumina, ni Congo Bemola, quand on entend 50 millions, 100 millions, il va dire qu'on avait Moro Kabakaba. Dans un pays où les gens ont faim, quand on parle de 100 millions, 50 millions, ben, ça gêne les gens. Mais en réalité, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas du pouvoir, je ne suis pas dans le cercle du Premier ministre, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les 50 millions n'ont pas été prises, mais pourtant, ils ont reçu d'autres 50 millions. C'était pour, effectivement, se tenir debout. Moi, je trouve qu'il y a une confusion entre liberté de conscience et la laïcité. En fait, la laïcité, c'est un principe. Et le principe, par définition, c'est effectivement une séparation stricte entre l'État et la religion. C'est ça, la laïcité. Maintenant, à côté de cela, vous avez également ce qu'on appelle la liberté de conscience, c'est-à-dire le fait de permettre à chacun de croire ou de ne pas croire. Et à côté de cela, vous avez également la liberté, le libre exercice de culte. C'est-à-dire que chacun soit libre, effectivement, d'exprimer ou de pratiquer sa religion sans pour autant être contraint à cela. Alors, ça, je pense que cette précision doit être faite. Maintenant, en dehors de cela, je me dis que à ce stade, si effectivement l'État ne joue pas pleinement son rôle et ne revient pas effectivement sur les principes qui lui sont effectivement prédéterminés dans la Constitution, en fait nous partons tout directement droit au mur. C'est-à-dire que vous avez dans les sciences juridiques, nous avons analysé effectivement la relation entre État et religion sous trois aspects. C'est-à-dire que cette relation donne naissance effectivement à trois types de relations. Soit c'est une relation de confusion entre les deux ordres, soit ça donne naissance effectivement à une relation d'interpénétration entre les deux ordres, soit ça donne effectivement naissance à une sorte de séparation stricte entre les deux. Le Mali a choisi effectivement la voie de la séparation. Et on voit effectivement que ce gouvernement, par des jeux politiques, essaie toujours d'imbriguer les deux ordres. Pourtant, ça, c'est quelque chose qui est à l'encontre de ce qui a été prévu effectivement par la Constitution. Vu la situation actuelle, l'État est-il capable de réguler la sphère religieuse? De réguler, mais les lois sont là. Si les lois sont là, parce que le principe de la séparation entre l'État et l'Église, c'est quoi? Entre l'État et les religions, c'est quoi? Ça veut dire également que peu importe le nombre d'une religion, aucune religion ne doit également se mettre au-dessus de la loi. Cela veut dire qu'il y a des lois communes qui s'appliquent à tous, peu importe effectivement la religion à laquelle nous appartenons. Donc les musulmans, eux aussi, de leur côté, doivent savoir que nous sommes dans un État laïque et non dans un État musulman ou dans un État islamique. D'accord. Voilà. Donc de ce fait, respecter également la sensibilité religieuse des autres citoyens. Alors, Maître Adjara, qu'avez-vous à me dire sur la régulation de la sphère religieuse par l'État? C'est un fait, si vous voulez. C'est un problème de rapport de force. Vous allez l'établir par des dispositions ne seront pas respectées. Ces choses peuvent varier d'un homme d'État à un homme d'État, d'un gouvernement à un gouvernement. Parce que nous avons en souvenir que la grande divergence entre l'État et l'Église en Occident, c'est pendant 10 siècles. Du 5e au 15e siècle. Pendant 10 siècles, il y a ce tiraillement. Qui fait le roi? C'est le pape. Et le roi dit non, c'est moi qui fais les papes. Et le pape dit non, c'est moi qui fais le roi. Pendant 10 siècles. Bon, c'est des phénomènes qui se répètent dans l'histoire. Aujourd'hui, parce que la question de fond, c'est que les politiques sont allés tellement en direction des religieux qu'à un moment donné, les religieux ont pensé qu'ils sont faiseurs du pouvoir temporel. C'est ça la question. Hier, on se contentait simplement de leur eau bénite. On vous donne de l'eau bénite, vous l'utilisez. Mais aujourd'hui, on a besoin en fait de leur organisation en tant que telle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une tendance à l'islamisation de l'État. Dans ce cas, faut-il redéfinir les rôles et les limites? Oui, mais même la redéfinition, c'est une question de rapport de force. Fanga Sondé,
La redéfinition, vous pouvez mettre un groupe d'intellectuels ici, ils vont redéfinir sur papier. Mais ce papier-là, est-ce qu'on pourra le traduire sur le terrain? Est-ce qu'on pourra? Mais pourquoi pas? Oui, mais parce que, vous savez, les choses sont ce qu'elles sont. Vous me demandez, moi je ne suis pas de l'État, mais je ne suis pas bête, je vois ce qui se passe. L'État n'a pas la force nécessaire d'imposer certaines situations. Nous pouvons prendre des dispositions tout à l'heure, mais ces dispositions, est-ce que ces dispositions peuvent être... Parce que pour que des dispositions soient acceptées, soient appliquées dans une société, il faut qu'elles soient acceptées. Si les dispositions ne sont pas acceptées, les citoyens tombent dans l'incivisme ou dans la désobéissance. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Il faudrait que... Vous savez, ce n'est pas passé dans l'oreille d'un... J'étais dans votre salle d'attente. L'expert indépendant Alioune Tine a dit qu'il faut un sursaut national au-delà de nos divergences et au-delà effectivement du multipartisme. Mais ce sursaut national-là, le dénominateur commun, il faut le trouver à quel niveau? Il faut le trouver à quel niveau? Parce qu'il faut qu'on le cherche au-delà de la tête du président de la République, au-delà de la tête du chef de l'opposition, au-delà de la tête effectivement des autres composantes, comme on appelle les grandes pointures de la politique malienne. Il faudrait ce dénominateur commun. Maintenant, ce dénominateur commun, si vous voulez le trouver, il y a des gens qui estiment que nous le trouvons dans la démission de ce gouvernement et du président. Alors maintenant, de l'autre côté aussi, ils vont dire que maintenant, puisque de toutes les façons, nous sommes là, il faut en tenir compte. Voilà. Il faut que le peuple, si vous voulez, il faut que la tradition du dialogue et même des divergences, que nous le maintenions. Parce que si jamais la tradition des divergences, on le dépasse, évidemment, c'est la catastrophe. Et vous, M. Diallo, selon vous, que faut-il faire face à cette situation? Moi, je pense qu'il faut revenir tout simplement à l'autorité de la loi. C'est-à-dire que ce qui nous a conduit effectivement à tous ces désordres, c'est que la loi n'est pas respectée. Mais au point où nous en sommes, pensez-vous cela réellement possible? Non, mais il n'y a pas d'autre alternative. Si on ne respecte pas la loi commune, on va en fait directement vers l'éclatement de la société. Parce que ce sera finalement la loi du plus fort. D'accord? Et la raison d'être d'une société, c'est effectivement l'existence des règles juridiques qui puissent régir effectivement les rapports entre les citoyens et le comportement de ces derniers. Maintenant, nous avons un pays où il y a des lois, mais lesquelles lois ne sont jamais respectées, d'abord par ceux-là même qui nous représentent d'abord au sommet même de l'État. Ça, c'est un grand problème. Ensuite, il faudra bien évidemment travailler sur l'éducation de la société, de sorte que effectivement il puisse y avoir quand même du civisme dans nos comportements et rappeler également les partis politiques à leurs devoirs principaux, dont entre autres la formation citoyenne des individus. Sans cela, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Et surtout, encore une fois de plus, il faut qu'il y ait de l'autorité de la loi, que la loi soit respectée, que l'on soit musulman ou pas, que l'on sache qu'on est dans un pays laïque et une fois que la loi est établie, que tout le monde s'y soumet. Alors, Maître Diarra, nous sommes rattrapés par le temps. Monsieur Diakité vient de nous parler de quelques pistes de solutions. Et qu'avez-vous à ajouter à cela? Non, moi je pense que ce qui nous manque, c'est l'outil. Il nous manque, c'est-à-dire que nous sommes des citoyens d'une époque qui ont été incapables d'inventer l'outil nécessaire pour leur gouvernance. Les règles que nous revendiquons, c'est des règles qui ont été faites pour d'autres époques. Même les règles classiques de la démocratie, tout le monde est conscient que c'est des règles qui sont foirées en Europe comme aujourd'hui. C'est foiré en Europe, c'est ce qui explique même l'existence des gilets jaunes. Alors chez nous également, c'est foiré, c'est ce qui explique que chacun est devenu son propre chef. Il faut que chacun cesse de devenir son propre chef, qu'on s'écoute. On est dans un monde où il n'y a plus de grandes voix. Et quand il n'y a plus de grandes voix, il faut craindre. Il faut craindre. Moi, je pense que chacun doit
s'auto-limiter. Nous sommes dans une société où nous devons nous auto-limiter. Merci beaucoup, monsieur Maître Diarra. Et cela me fait à ce débat sur l'implication des leaders religieux dans les décisions politiques. Un grand merci à nos invités. Maître Amadou Tchaoulé Diarra, avocat, Balon Diakité, politologue, Boubacar Keïta, socio-économiste, malheureusement qui n'a pas pu nous rejoindre. Nous ne connaissons pas les raisons de cette absence. C'est une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde. Péting Diarra, la régie est assurée par Mamadi Keïta. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.